Lorsque l'équipe de France de rugby s'entraîne, il n'est pas rare de rencontrer un observateur particulièrement attentif. Monsieur Tazier, vous avez joué, je crois, au rugby. Un peu, oui. Mal, mais longtemps. Mais dans les vieux, c'était le meilleur dans les anciens. Parce qu'il était le plus vieux, quoi. Non, vous jouiez derrière? plus de tonus, là. Non, je jouais pilier gauche. Je n'ai jamais joué que pilier, c'est la place entre toutes, la seule que je sois capable de tenir, parce que les autres, c'est beaucoup trop difficile. C'est là que vous avez appris à ne pas avoir peur du feu Il est vrai que cet homme n'a jamais eu peur du feu. Il a même eu plus d'une fois rendez-vous avec le diable. Aujourd'hui, tout en cherchant à satisfaire une curiosité toujours en éveil, il estime que le moment est venu, en faisant appel à tous ses souvenirs, de dresser le bilan de son itinéraire scientifique. Une fois de plus, il est en route vers l'Afrique. Il a un double rendez-vous, avec une amie de longue date et avec un volcan. Mesdames et messieurs, sur la droite de l'appareil, le mont Kenya. Nous commençons notre descente sur Nairobi. Bonjour mon Aliette. Comment ça va? Comment ça va? On va parler du passé, on va parler du pays, on va parler de comment nous avons commencé à faire des volcans. On a commencé pratiquement ensemble, hein? Entre le Kenya et la Tanzanie, il n'y a pas de frontière naturelle. On pourrait même dire que la Rift Valley, qui traverse du nord au sud toute l'Afrique de l'Est sur 6000 km, relie ces deux pays par son immense dépression, parsemée de cratères et de lacs. Par la piste, une autre équipe traverse la brousse, vers le même point de ralliement. Le Donyolangai, ou montagne de Dieu, est très haut. C'est un volcan avec un minaret, un pic à son sommet, d'où s'élève constamment de la fumée. En fait, c'est le plus ancien témoignage sur l'activité du Lengai. Je le pense. Et en 66, je n'ai pas vu grand-chose, mais il y a de bonnes photos. Oh yes. C'est superbe. In 1985-86, I flew over and en 1986, je l'ai survolé et sur le sol du cratère, il y avait 3 bouillonnements. Ça ressemblait à du porridge. Vous voliez à basse altitude? Yes. Ma vie de volcanologue a commencé en Afrique centre-orientale. Il va y avoir 50 ans. Et à chaque voyage, je retrouve l'Afrique avec la même émotion, avec la même soif de comprendre. Après cette étape, Aliette de Munk et Haroun Tazieff vont traverser le rift d'est en ouest, d'une falaise à l'autre. Le rift est une région tout à fait hors du commun. Les États qu'ils traversent y ont aménagé des réserves naturelles.
Soudain, la bordure rose d'un lac de cratère s'anime au bruit du petit avion. Enfin, au loin, surgit l'Oldonyo Lengai. Une impression de calme émane de ce cratère tranquille dont le réveil éruptif, plusieurs fois par siècle, recouvre de ses pluies de cendres tout le pays Maasai jusqu'à 100 km de distance. Tano, Sita, Saba, Nane, Tisa, Kumi. Tazieff a encore quelques notions de Kiswahili, ce langage de l'Afrique de l'Est, qu'Aliette de Munk pratique, elle, couramment. Vous voyez, avec ce truc-là, avec cette belle lance qui est superbe, il a tué 5 lions pendant la journée pour protéger ses vaches. Nous voilà au pied du Lengai. Ce Lengai dont je rêve depuis près de 40 ans, que j'ai réussi à survoler à une époque où les petits avions étaient vraiment rares et où il était difficile de s'assurer les services de l'un d'entre eux. C'était en 1957, si je ne me trompe. Nous avons survolé le cratère du Lengai et je me suis promis d'y revenir. Et demain, nous allons monter là-haut. Et nous allons enfin aller regarder dans sa gorge ce volcan qui est unique au monde par la nature de sa lave. Ce ne sont pas des silicates comme toutes les laves de volcans. Ce sont des carbonatites. D'où viennent-elles? Comment? On en parlera peut-être demain. Le lendemain, pendant que la seconde équipe roule vers le volcan pour en faire l'ascension, Aliette et Tazieff, qui les rejoindront en hélicoptère, ont tout leur temps pour évoquer le passé dans le confort du camp de base. Je me retrouve dans l'atmosphère que j'ai vécue pendant 3 années, de 45 à 48, à 1500 km d'ici, dans l'ouest, au Katanga, qu'on appelle aujourd'hui Chaba, Congo belge, qu'on appelle aujourd'hui Zaïre, où j'étais venu comme ingénieur pour faire de l'exploitation de mines d'une part et de la prospection. C'est le hasard qui a fait que un travail d'études géologiques que j'avais à faire plus au nord, au Kivu, m'a mis devant une éruption volcanique. L'école où j'avais été, très grande école s'il en fut, avait tellement sous-estimé l'importance du volcanisme, que l'on appelait une maladie de peau de la planète, que sur 3 années d'études spécialisées, nous avons eu peut-être 2 heures ou 3 heures de cours sur le volcanisme. Ce qui montre en quelle mésestime les grands mandarins de l'époque tenaient ce phénomène, qu'ils n'avaient jamais vu avant qu'on existe le cinéma en couleur, sauf les rares personnes qui pouvaient assister à une éruption volcanique parce qu'elle se trouvait tout près. Les autres ne savaient pas ce que c'était qu'une éruption volcanique. Et je me suis trouvé devant cette éruption que j'ai baptisée moi-même d'ailleurs du nom du lieu dit où elle s'est produite dans la brousse, l'éruption du Kituro. Lorsque je l'ai vue, le premier coup d'œil, ça a été une fascination totale. C'était la nuit, il y avait une colonne de feu qui avait au moins 100 mètres de diamètre, cette colonne de feu, et au moins 1000 mètres de hauteur, dans la nuit. Dans un grondement absolument assourdissant, 1000 tonnerres réunis, et ce que j'ai vu m'a envoûté, et j'ai décidé d'envoyer promener mon passionnant métier de mineur et de prospecteur pour
m'occuper de l'activité éruptive. Et c'est ce que j'ai fait pendant le demi-siècle qui a suivi. Pendant près d'un demi-siècle, Haroun Tazieff s'adonna à cette passion des volcans, conjuguant ainsi l'intérêt esthétique, sportif et scientifique. Parvenir à comprendre le phénomène éruptif, c'était pour lui accumuler les expériences, les aventures. C'était se lancer dans une course autour du monde qui commença donc au pied du Kituro. C'était l'éruption de 1948 et on a été réveillés en sursaut la nuit par les Africains qui étaient affolés. Il y avait une éruption derrière chez nous qu'on ne voyait pas bien, mais on voyait le ciel entièrement embrasé. Et puis il y avait des secousses assez fortes, la vaisselle qui teintait. Puis il y a un des serviteurs qui est arrivé et qui a dit il y a un blanc, un Européen qui a été pris entre les deux coulées de lave et qui est arrivé à s'échapper en pirogue. Alors je suis partie immédiatement. Et j'ai été le chercher. Aliette de Meung, pour moi, c'est une véritable personnification du courage. Pas seulement le courage physique, parce que ça je l'ai découvert lorsque elle et son mari Adrien sont venus avec moi sur l'éruption du Kituro. De même, quand nous sommes montés au Kilimandjaro, une quinzaine d'années plus tard, et ainsi de suite. Quand je suis revenu, c'était en quelle année? C'est en 1953. Elle avait la passion des serpents. Et les serpents venimeux, pas n'importe quel serpent, les serpents venimeux, qu'elle allait chasser dans la brousse elle-même, qu'elle attrapait vivants, qu'elle mettait dans des sacs, qu'elle ramenait dans sa ferme, où elle les trahait. Enfin, on ne traite pas comme une vache, mais ça revient à peu près au même. On fait cracher au serpent son venin dans un verre. Mais également, elle personnifie le courage moral, avec les épreuves épouvantables qu'elle a passées lors de la guerre civile qui a ensanglanté l'ex-Congo belge dans les premières années 60, où elle a perdu les êtres les plus chers qu'elle possédait, qui ont été massacrés d'une façon odieuse. Et elle a eu là aussi une attitude absolument exceptionnelle. Ce courage que seules les femmes peuvent avoir d'ailleurs. Nous étions installés au bord du lac Kivu, une grande propriété, et puis la brousse et les enfants qui ont passé leur jeunesse là-dedans. Et Kim s'est intégré à tout ça très très bien. Il nous a donné des peurs, mais affreuses. Il avait mis une planche sur son dos et puis il voulait monter sur le cône et il y avait des blocs de lave énormes qui descendaient de tous les côtés. C'était la roulette russe, quoi. Je crois que quand il a quitté la géologie à Bukavu, qui était le centre de la province, il ne s'entendait pas avec son supérieur, que notre avis général était un parfait crétin. Et il semblerait qu'il les traitait de trous de balles, ce qui a mis de fin à sa carrière. Et puis alors, après ça, il n'avait plus qu'une idée, c'est faire quelque chose qui lui était interdit, c'est de descendre dans le Nyiragongo. Et le Nyiragongo, c'était un volcan qui m'a intrigué tout de suite d'ailleurs. Le jour, il sort un puissant panache de fumée qui montait dans le ciel, qui s'étalait, que les vents emportaient. Et la nuit, c'était surtout ça qui était impressionnant, la nuit, ce panache rougeoyait, il était éclairé par-dessous par de la matière incandescente. Ce rougeoiement avait déjà intrigué beaucoup de gens et plusieurs personnes
C'était efforcé, ayant fait l'ascension du Nyiragongo, qui fait 3450 mètres d'altitude. Arrivé au sommet, il ne voyait pas le fond du cratère, parce que la vue du véritable fond était coupée depuis le haut par une grande plateforme horizontale, annulaire, qui entourait, on le voyait bien en haut, le puits central, vertical, au fond duquel il se passait quelque chose. Quelques rares personnes qui avaient fait de l'alpinisme avaient bien essayé de descendre dans la paroi pour atteindre la plateforme et aller voir au bord du puits ce qui se passait, mais aucun n'avait réussi, aucun n'était arrivé jusqu'en bas. J'ai cherché un compagnon parce qu'à l'époque, l'alpinisme solitaire était pratiquement condamné par tous les alpinistes parce que prétendument dangereux. Donc j'ai cherché quelqu'un qui avait déjà fait de la montagne, j'en ai trouvé un, et nous sommes montés au Nyiragongo, nous nous sommes encordés, et nous sommes descendus dans cette paroi, et effectivement, elle était extrêmement facile. Nous avons mis à peu près 2 heures, parce qu'on prenait énormément de précautions. Il faut dire qu'elle était facile, la paroi, mais elle était relativement dangereuse, parce qu'aucun bloc ne tenait. C'est une caractéristique des parois volcaniques. Rien ne tient, même des blocs grands comme des maisons, a fortiori des petits machins comme ça. Donc il fallait être très prudent, maniant les prises. Nous avons mis 2 heures pour arriver jusqu'à la terrasse. Nous sommes décordés, nous avons traversé la terrasse qui avait environ 200 mètres de large. On est arrivé au bord du puits et on est resté bouche bée, stupéfait. Il y avait 200 mètres à peu près sous nos yeux un énorme lac de lave. Un lac de lave en fusion, malgré l'éclat du jour, malgré le soleil, qui concurrence évidemment l'éclat de l'incandescence d'une lave en fusion, on voyait parfaitement l'incandescence. C'était extraordinaire. Et nous avons comme ça découvert l'existence du lac de lave du Nyiragongo. C'était le seul lac de lave que l'on connaît à l'époque, à la surface du globe. Paradoxalement, ce ne sont pas les difficultés opposées par le volcan qui ont été les plus difficiles à surmonter, ce sont les interdictions opposées par les sous-fifres médiocres qui dirigeaient le parc national dans lequel se trouvaient à l'époque, se trouvent toujours d'ailleurs, les volcans, et qui nous ont obligés parfois à faire des expéditions clandestines pour contourner la stupidité de leurs interdictions. Le volcan lui-même ne s'est pas laissé faire. La descente sur la première terrasse, avec toute une équipe, avec tout le matériel nécessaire, ça n'a pas posé de problème. Mais la descente dans le puits de feu, ça a été chaque fois quelque chose techniquement redoutable. Il fallait se faire descendre avec un treuil. Le treuil, il a fallu se le construire. J'avais en plus, à partir de 1952, l'expérience tragique de la mort de Marcel Lubens dans mes mains, je dirais, au fond du gouffre de la Pierre Saint-Martin dans les Pyrénées, parce qu'il y avait un mauvais treuil au-dessus. L'exploration du gouffre l'Épineux s'est terminée tragiquement. Après 96 heures de séjour à 400 mètres de profondeur, Lubens, fatigué, demande à remonter. Sous la surveillance de Cozzens, le treuil entre en action. Mais un incident ralentit la montée du câble. Puis c'est la rupture brutale. Lubens et le fond ne répondent plus. Alors commencent des minutes d'angoisse et de travail acharné. Lubens gît à 350 mètres, l'épine dorsale brisée, mourant. Avant Tazieff et le docteur Méret, Occhialini est le second à revoir le jour. Nous devions voir un treuil absolument sûr. Et ça a finalement très bien marché. Nous sommes descendus, nous avons été descendus plutôt dans la paroi comme un sac de sable, chacun de nous suspendu au bout du câble. Nous sommes arrivés à une deuxième terrasse qui existait certaines années, qui n'existait pas les autres, parce que le niveau du lac variant, la deuxième terrasse en profondeur était parfois recouverte par la lave. Alors il n'y avait pas de terrasse, puis il y a eu jusqu'à 3 terrasses quand le niveau du lac descendait de plus en plus bas, et plus le niveau du lac descendait, plus le lac se rétrécissait. Exploration, curiosité scientifique, goût de l'effort et du risque,
Telles étaient les motivations qui animaient tous les membres de ces premières expéditions. Cette fois-là, en 1959, 11 ans après la découverte du lac de lave, ces berges sont enfin atteintes. Mais elles sont finalement arrivées jusqu'au bord du lac. Nous avons pu alors faire vraiment des mesures, des échantillonnages, des analyses de gaz, comme on n'en avait encore jamais pu pratiquer sur aucun volcan du monde, parce qu'aucun volcan du monde ne présentait les caractéristiques exceptionnelles du lac de lave du Niragongo. Les lacs de lave sont un phénomène exceptionnel et ils demeurent mystérieux. En effet, d'où vient le magma qui les alimente? Et d'où vient la formidable quantité de chaleur qui leur permet de demeurer en fusion des dizaines d'années d'affilée? La réponse que j'ai fini par donner à ces questions, après des années d'observation, c'est que des courants de convection amènent jusqu'à la surface, depuis les profondeurs, le pyromagma frais, riche en gaz et léger, pour laisser d'autre part redescendre de l'autre côté du lac la lave dégazée, moins chaude et du même fait plus dense. Ces courants de convection forment des cellules que l'observation attentive de ce qui se passe sur le lac permet de bien définir. Il y eut ainsi une dizaine d'expéditions, avec, à chaque fois, un plus grand nombre de porteurs, justifiés par du matériel plus lourd, pour des équipes scientifiques plus nombreuses, mais pas toujours aguerries. Prenez la corde à deux mains et tournez le dos. Comme on peut le voir sur ce dessin de Pierre Bichet, la physionomie du cratère variait à chaque visite. En 1972, on expérimenta des nouveaux instruments et des nouvelles tenues calorifuges, ainsi qu'un nouveau modèle de masque à gaz à moteur électrique. La falaise qui entourait le lac avait cette année-là environ 100 mètres de hauteur. Ceci pour vous donner l'échelle de ce théâtre naturel hors du commun. Des tempêtes parfois éclataient, qui brassaient le lac avec une violence vraiment terrifiante. Les fontaines devenaient de plus en plus larges, de plus en plus violentes, de plus en plus bruyantes. Le niveau de la lave montait,
et débordait sur la plateforme située à quelques mètres au-dessus de son niveau précédent et en une large coulée, en une espèce de marée, mais ça n'a rien à voir avec le phénomène des marées. La lave progressait sur cette terrasse, épaisse de 2 mètres, cette coulée de 100 mètres de large, recouvrait les gueulards les uns après les autres, les étouffait sous le poids du magma. Les torrents de lave devenaient parfois d'une impétuosité telle que, dans les premières fois où nous l'avons vu, des camarades insuffisamment aguerris ont été terrorisés et se sont sauvés. Le flux, cette espèce de marée, envahissait tout le fond du puits de feu. Cela pouvait durer plus d'1 heure. Et puis, tout redevenait calme. Pourtant, il fallait bien essayer de se rapprocher de la fournaise pour faire les prélèvements programmés. Bien entendu, Haroun Tazieff descendit le premier. Soudain, à mi-course, victime d'un mauvais fonctionnement de son masque, il dut faire un signal de détresse pour être remonté à la limite de l'asphyxie. Derrière lui, ses coéquipiers descendirent à leur tour et effectuèrent les prélèvements. Tandis que l'alpiniste Kurt Stauffer remontait lui aussi hébété de fatigue, François Le Guern s'avançait seul vers le lac de lave menaçant. Cette menace trouva son dénouement en 1977, car le Nyiragongo fit bel et bien éruption. J'ai été appelé en consultation par les autorités du pays voisin, le Rwanda, très effrayé par une éruption qui venait se produire au Nyiragongo, qui aurait fait 1 millier de morts. J'ai découvert que toutes les terrasses s'étaient effondrées, cela provoquant un formidable nuage de poussière qui avait terrifié la population, mais surtout cela avait drainé en 30 minutes à peu près l'entièreté de la lave qui se trouvait dans le lac, c'est-à-dire des millions de mètres cubes. Et depuis là, le Nyiragongo est tombé en sommeil. Sauf qu'une fois, j'ai eu la chance, c'était en 82, de le retrouver en pleine activité. J'avais reçu une lettre d'Aliette Demoy, qui habite en face, qui me disait « Il y a de nouveau de l'activité au Nyiragongo ». Et nous avons eu la chance d'assister à un lac de lave tel qu'on n'en a jamais décrit, tel que je n'en ai encore vu nulle part ailleurs. Le cratère entier, c'est-à-dire 1 kilomètre de diamètre, était occupé par un lac de lave énorme. Ce n'est que longtemps après que j'ai compris que ce lac, le plus beau de tous, était dû à une éruption intérieure au cratère et que, de ce fait, lui-même n'était qu'éphémère.
Et ce lac de lave s'est solidifié, s'est figé en surface quelques jours après mon passage et il ne s'est pas réveillé depuis. Le Lengai s'élève à près de 3000 mètres. Il faut plus de 4 heures pour en faire l'ascension. Dans le brouillard, le groupe conduit par François Le Guern atteint l'arête circulaire qui borde le cratère. Le nuage qui enveloppe le sommet interdit à l'hélicoptère de tenter la dépose. Even on the lee side now, when we came up 45 minutes ago, I think on the lee side. Yes, but I'm even wondering if you will be able to land into the crater. Les troupeaux des Maasai semblent totalement indifférents à cette présence étrangère, mais pas leurs petits bergers qui entendent pour la première fois leur propre voix au magnétophone. Un missionnaire de l'ordre du Saint-Esprit, le père Robert, connaît bien les croyances liées à ce volcan. Old Donyo Lengai, c'est une montagne très particulière chez les Maasai. C'est une montagne qu'ils ont l'habitude de considérer comme un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Et régulièrement, ils vont pour offrir des sacrifices, offrir un animal. Et ils y vont surtout pendant le début de la saison des pluies pour demander à Dieu justement de leur envoyer de la pluie. Ça marche? Ça marche quand il pleut, oui. Les Maasai croient en un Dieu unique, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, un Dieu qui était proche d'eux au départ et qui, petit à petit, à cause de leur faute, s'est éloigné d'eux, mais aussi un Dieu qui leur a donné les troupeaux. Et c'est un Dieu qui ressemble relativement au Dieu de l'Ancien Testament. Enfin, et malgré cette cérémonie, le sommet se dégage et l'hélicoptère peut décoller. On découvre la bordure du rift et là-bas, tout au fond, le lac Natron. Le problème, maintenant, c'est de trouver sur ces roches escarpées un point où atterrir. En suivant à la radio les conseils de Le Guern, le pilote décide de se poser, sans couper son moteur, sur le plancher incertain du cratère.
cratère, Garou. Ah oui? Oui, oui. Bonjour, Aliette. Je ne suis pas encore revenue. T'es pas revenu de quoi? De ma chance! Non, c'est pas de la chance, c'est normal. Hein? Ah, c'est fantastique. Non, j'ai appris les volcans chez toi, alors tu peux venir un peu. Mais c'est gentil, oui. Il faut dire que le cratère est fabuleux. Hein. Alors, Et puis, je n'ai jamais vu un volcan actif avec de la végétation jusque dans le cratère. Viens voir les carbonatites. Ça coule. C'est du sel qui se forme quand le gaz sort par des petits trous de la carapace. François Le Guern, c'est le collaborateur le plus proche d'Haroun Tazieff. Depuis 25 ans, ils ont partagé les joies et les efforts. C'est la deuxième fois qu'il vient étudier le Langai et il le fait visiter comme s'il était chez lui. Le travail scientifique, c'est ça. C'est vérifier chacune des hypothèses pour trouver laquelle colle le mieux au fait observer. Tu vois toutes ces petites inflorescences blanches. Oui, oui, oui. On en retrouve partout sur les parois des vallées, là où la roche affleure. Ah oui. Tu vois, Garou, la lave est sortie ici, et s'est solidifiée, elle a rempli. Et alors, de l'autre côté, il y a un tunnel où la lave s'enfile. Et la croûte sur laquelle on marche partout ici, c'est creux. Et le Hornito est plein de ces petits tunnels avec des petites stalactites et stalagmites. Il y a une grande coulée de lave qui a dû sortir il n'y a pas très longtemps, qui est allée jusqu'au bout du cratère, là-bas. Et ce que je voudrais, c'est te montrer sur cette coulée de la lave plus claire qui recouvre de la lave noire. Viens, Aliette. Tu t'accroches à moi. Hein. Tiens, viens à gauche, là, Aliette. Viens par là, parce qu'il y a un trou, là. Ah. Ah oui. Il est plus bas. Ah non, c'est plus calme que tout à l'heure. Parce que cet après-midi, quand je suis arrivé, il était là. Ah oui. Alors, il monte et il s'enfile dans les trous. Oui. Et il coule à l'extérieur. Tu sais que ce jus-là... Ce jus, c'est de la lave, Aliette. On va voir, Garou, que si des cailloux crevent dans la croûte, ça provoque un dégazage. C'est curieux. Ah oui, fameux. Fameux. Regarde ça, mais ça bouillonne, ça crépite de gaz. C'est pourquoi? Parce que le même matériau mis en fusion avec un matériau de même nature, ça ne devrait pas faire ça. Ça ne devrait pas, mais ça le fait. Et ça explose. Il a explosé. Mais c'est le bloc qui a explosé. Tiens. Oh! Et il bouillonne là où il est atterri, tu vois. Ah oui, c'est étonnant. Étrange promenade du soir, dans un décor insolite, provisoire. La nuit a été rude. Il a plu sans interruption. L'eau a pénétré dans les tentes et au matin, le brouillard se mêle aux fumerolles. Au fond du même Hornito, c'est le nom donné en volcanologie à ces colonnes creuses faites de lave solidifiée, l'activité a évolué. Et cette lave noire, en se refroidissant, changera progressivement de couleur. Tout le sol du cratère et le volcan lui-même sont constitués de ces laves exceptionnelles. Le Guern, spécialiste des gaz éruptifs, va une fois de plus poursuivre son étude patiente et méticuleuse au cœur d'un autre Hornito actif. Monter la valise, pas trop haut pour qu'elle ne soit pas dans la boue acide.
j'ai une piste. Et si elle est bonne. Garouk, c'est du très bon gaz parce que ça fait à peu près 10 minutes qu'on pompe et l'ampoule continue à pomper. Donc c'est pas de l'air, c'est du gaz pur qui vient du magma. L'idée d'étudier les gaz éruptifs liés à ce magma tout à fait exceptionnel que sont les carbonatites, l'idée, c'est la nôtre. Mais la toute première réalisation n'a pas été la nôtre. Nous arrivons après un couple de volcanologues français qui avait fait partie de mon équipe il y a une vingtaine d'années. Ils ont fait des analyses de ces fumerolles avant nous. J'ai eu une chance extraordinaire de découvrir ce volcan. C'est une espèce de miracle. Il est merveilleux ce volcan, c'est fantastique. Je suis ravie. C'était 24 heures vraiment uniques. Saidia, tunakula mzuri, tunalala mzuri, mnatusaidia sana. Asante, tunashukuru kabisa. Aliette de Munk doit nous quitter. Elle retourne vers sa maison à la frontière du Rwanda et du Zaïre. De nationalité belge, mais ayant toujours vécu en Afrique, malgré les déchirements et les changements politiques, c'est là qu'elle vivra toujours. C'est sa terre. Au matin du troisième jour, nouvelle surprise. Le bassin de lave est bouillonnant. Le niveau a monté. Oui, sûrement. Comparé à avant-hier, il n'y a pas de commune mesure. C'est 50 fois plus important comme surface et comme activité. Là, ce matin, ça a monté d'au moins 20 cm. Depuis tout à l'heure, oui. Oui, moi j'ai un repère là-bas dans le coin. Exactement, ça a au moins un pied plus haut. C'est cette lave-là qui construit toutes ces tours. Ça provient d'activités comme celle-là qui lancent des paquets de lave fondue à quelques mètres de hauteur, ça tombe et ça se soude. C'est soudé à chaud. Et ça peut avoir non seulement des dimensions comme celle-là, mais surtout c'est vertical, parce que c'est soudé. Quand c'est cimenté, c'est toujours comme ça. Quand c'est soudé, ça peut être comme cette cheminée-là. D'où la différence de température avec hier. Ces laves noires, que sont les carbonatites en fusion, sont toujours à une température inférieure à la température d'incandescence, laquelle se fait vers 700 degrés. Les carbonatites fondent à 500 ou 600 degrés. Redescends, remonte, encore un peu, redescends, remonte, allez c'est bon, tu reviens. Il est beau celui-là. Il est beau. Bien des beaux. Bien noir. Le Guern prélève des échantillons de lave fondue. Et la corde d'alpinisme ne résiste que quelques instants à cette température. Il commence à sécher là. Quand j'ai appris que ces laves étaient des carbonatites, c'est-à-dire des composés carbonés et à peine siliceux,
Et j'ai voulu venir, donc il y a 40 ans, j'ai voulu venir au Lengai. Mais faute de moyens, faute de temps, je n'y suis jamais venu. Et entre-temps, le géologue que j'étais, qui était devenu volcanologue par la force des choses, et qui, volcanologue, s'intéressait à la nature des laves, c'est-à-dire à leur chimie, à leur minéralogie, s'était aperçu que la géologie des volcans, pour importante qu'elle soit, était très secondaire en ce qui concerne ce que j'étudiais, ce qui me passionnait, ce qui me passionne toujours, c'est-à-dire comprendre le mécanisme des éruptions, était très secondaire par rapport au gaz, ce que nous appelons la phase gazeuse. Les gaz sont le moteur des éruptions. Assez paradoxalement, cette fois-ci, moi, ce qui m'intéresse au Lengai, en attendant qu'on puisse réellement mesurer des flux de gaz, des flux d'énergie, ce qui n'est pas pour demain, j'ai l'impression, hélas. Ce qui m'intéresse ici, pour une fois, c'est ça qui est paradoxal, c'est la pétrographie, c'est-à-dire la nature chimique et minéralogique des laves. Parce que, entre-temps, j'ai découvert qu'elles étaient en réalité, je me trompe peut-être, mais je crois qu'elles sont de la même famille que celles du Nyiragongo. Le Nyiragongo a des laves très particulières, très rares, elles aussi, pas uniques comme les carbonatites d'ici, mais tout de même très exceptionnelles. Ce sont des mélilithiques, des néphélinites, des espèces d'igelites, enfin, ce sont des laves très très rares, et riches en soude, et celles-ci sont richissimes en soude. Alors je me demande si ce volcanisme du Lengai ne serait pas la phase finale de l'évolution chimique d'un magma originel que nous ignorons, nous ne savons pas ce que c'est, qui entre-temps a donné des laves comme celle du Nyiragongo, qui n'est pas loin d'ici, qui est à 1000 ou 1200 km d'ici, c'est pas loin. Toujours c'est la même structure du rift. Tout cela sont des volcans de rift continental, donc qui ont des parentés tout à fait évidentes au point de vue de la chimie et de la minéralogie. Mais si la phase finale de la différenciation d'un magma semblable, ce ne serait pas ceci, ce volcan tout à fait exceptionnel, unique au monde, aujourd'hui en tout cas. Ce que nous avons pu observer dans le cratère du Lengai soulève en mon esprit des questions géologiques et volcanologiques diverses. Heureusement, j'ai tout mon avenir devant moi. Situé à 20 km au nord du Lengai, sur le fond du rift, le lac Natron est le refuge de myriades d'échassiers. Et c'est en survolant ce site étonnant que doit s'achever notre voyage. La couleur de brique rouge du lac Natron serait, m'a-t-on dit, due à des algues microscopiques. Ce lac est fait de natron, autrement dit de carbonate de soude, lequel provient d'une part du lessivage par les pluies des carbonatites du Lengai, d'autre part de sources innombrables qui surgissent sur son fond et apparaissent ici en surface sous forme d'ellipses, lesquels à l'origine étaient des cercles mais qui se sont déformés par la lente dérive du lac vers son exutoire. Des innombrables lacs du Grand Rift de l'Est africain, le Natron est probablement le plus étrange et le plus beau.